Je suis né dans le pays minier, à 2 kilomètres du monument dédié au Grand Condé, en souvenir de la bataille de Lens de 1648. Voici quel était l'aspect de cette plaine de Lens dans les années 60. Elle était couverte de terris, pour la plupart de forme conique. Ces terris, ou crassiers, étaient formés de l'accumulation de roches appelées stériles, remontées avec le charbon. Beaucoup sont maintenant disparus. Sur la droite, les 2 terris jumeaux des fosses 16 et 11, dont nous parlerons plus particulièrement. C'est à l'école de notre cité que nous avions appris que terri et crassier étaient synonymes. Et comme, depuis la rue du Crassier-Double, on voyait bien ces 2 terris du 11 et du 16, nous en avions conclu que le Crassier-Double était le nom que les gens savants donnaient à ces terris jumeaux. Voici la fosse numéro 16 des mines de Lens avant 1914. C'est dans le bâtiment situé le plus à droite que se faisait le tri entre le charbon et les stériles. Les mineurs l'appelaient le triage. Voici quel était son aspect après la Grande Guerre. Cette fosse fut alors complètement reconstruite, avec le triage toujours sur la droite, ici, derrière la maison du chef Porion. Ces 2 photos, prises au même endroit, montrent que toutes ces installations de ce qu'on appelait le carreau de la mine ont complètement disparu. Ce dessin des cités et fosses 11 et 16 des mines de Lens est daté de 1947. Voici quel en était le projet signé de la Compagnie des mines de Lens au début des années 20. Sur cette vue, et sur le plan qui suit, on peut remarquer que le désir de cette compagnie était d'attribuer aux fosses, cités, églises et écoles les noms et prénoms de ses actionnaires, tous grands patrons de la région lilloise. Ce désir ne fut pas toujours respecté par les mineurs, qui utilisaient plutôt la numérotation initiale. Donner son nom à un puits d'extraction étant plus prestigieux que de le donner à un puits d'aérage, on peut supposer que messieurs Anatole Descamps et Albert Crespel étaient de plus petits actionnaires que les autres. Cette vue aérienne de la partie nord des 2 cités permet de voir que 3 générations de terris se sont succédées. La plus ancienne, en bleu, correspond au Crassier-Double proprement dit. Après la guerre 14-18, le Crassier-Double avait bénéficié de l'apport des débris des cités en ruine et avait pris la forme d'un vaste plateau. C'est sur celui-ci que seront édifiés par la suite les 4 grands terris coniques. Voici ces 3 générations de terris vues du sol. On a du mal à réaliser que la plus grande partie des matériaux qui constituaient les anciens terris avaient été manipulés par les trieuses, pour la plupart filles de mineurs. Ce travail se faisait au triage, sous l'autorité du chef de carreau, dans la poussière de charbon et le tintamarre des machines. Comme celui de leurs pères et de leurs frères, leur corps portait des bleus de mineurs, et leurs yeux étaient constamment cernés de poussière de charbon. Les terris les plus anciens sont en forme de plateau. Pour les édifier, on utilisait la force humaine ou animale, les stériles étant étalés dans la vallée la plus proche à partir d'une voie de roulage. Le Crassier-Double en comportait 2, parallèles, d'où son nom. Les terris coniques nécessitaient l'installation d'un treuil, mais permettaient d'entasser plus de matériaux sur une surface donnée. Il convenait cependant d'éviter les versants trop pentus, sous peine de les voir s'effondrer, comme cela s'était passé sur le terri du 11 le long du chemin de l'os. On a donc inventé le système des couloirs, sorte de grandes gouttières métalliques amovibles, le long desquelles les stériles glissaient dans une direction donnée. Le terri était de ce fait formé de croupes rayonnantes ou d'une multitude de cônes élémentaires. Signalons que d'autres techniques furent mises au point, comme celle-ci, inspirée des téléphériques. Pendant la Grande Guerre, les Allemands avaient terriblement fortifié les cités 11 et 16, et en particulier le Crassier-Double. Les Alliés mirent beaucoup de temps à conquérir cette zone, dont voici une photo aérienne avec son réseau complexe de tranchées. Un essai de schématisation qui montre la localisation des tranchées britanniques en bleu et allemandes en rouge.
Un croquis de l'endroit vu du sol, cette fois. Voici le récit de l'attaque du Crassier Double, écrit par François Deneux, lui-même combattant de la guerre 14-18. 25 septembre 1915. Derrière des nappes de chlore qu'ils emploient pour la première fois, le 9e Black Watch de la 15e division écossaise se rue baïonnette au canon vers le double crassier de la fosse 11 de Los, occupé depuis 11 mois. « No, no, not there, pas par là !» leur crie une petite jeune fille qui, un mouchoir sur la figure, accourt vers les Écossais, larmoyant, toussant dans le brouillard de gaz. Tant bien que mal, dans son anglais d'écolière, elle explique que ces terris sont terriblement fortifiés. Elle leur conseille un itinéraire détourné qui leur permettra de prendre la forteresse à revers. « This way !» par ici. Elle les guide jusqu'à sa maison, petite épicerie-mercerie que son père retraité mineur exploite place de la République et qui est à demi détruite. On y installe un poste de secours protégé d'une croix rouge. Émilienne se fait aide infirmière. Des dizaines d'années plus tard, les traces des tranchées comblées restent visibles dans les champs comme ici, autour du terri du 16. Entre 1999 et 2009, la rue du Crassier Double de la cité 16 a été débaptisée. On peut se demander s'il s'agit d'une volonté délibérée d'effacer le souvenir des Tomies et des anciens mineurs, ou plus simplement d'ignorance. Les meilleurs témoins de l'évolution du terri du 16 dans les années 40 est sans doute Jean Zatan, auteur de « Les enfants du charbon ». Après le décès de son père, mort silicosé, il était logé avec sa mère dans une ferme proche du terri du 16, où il était devenu grappilleux sur les terris. Cette activité était dangereuse et en principe interdite. Il fallait être un peu inconscient pour aller chercher du charbon sur le terri, ou être vraiment dans la misère, comme cette mère de famille qui fut ainsi tuée par un bloc de schiste lorsque j'étais enfant. Dans sa ferme d'accueil, Jean Zatan avait fait la connaissance d'Octave, le berger, mais aussi de Gilbert, fils d'Octave, que l'on voit ici photographié au pied du terri du 16. En allant grappiller du charbon sur le terri, Jean Zatan y avait remarqué des phénomènes curieux de combustion interne qu'il décrit ainsi. La particularité des terris en activité était la chaleur du sol, car des décennies de ballage provoquaient un phénomène de combustion interne et lent des résidus de charbon au cœur des terris. Combustion due à la fermentation. Certains endroits permettaient d'avoir les fesses au chaud, même en hiver. La nuit, nous pouvions admirer à mi-pente des terris les feux follets aux multiples couleurs que nous pouvions traverser sans sentir la moindre brûlure. Sur ces photos prises au sommet du terri du 16, nous voyons des mini-cratères et des fissures émettant des gaz brûlants et asphyxiants avec des pots de soufre, des endroits à éviter et qui pouvaient s'effondrer à tout moment. Deux autres photos du terri du 16 prises peu de temps après une forte chute de neige et qui matérialisent bien les zones de combustion. Mis à part le sommet soumis à une température intense et à des émissions de gaz toxiques, les versants du terri pouvaient accueillir toutes sortes de formes de vie animale ou végétale. Sur des pentes au départ dénuées de toute vie, chaque graine avait une chance de germer. Selon les espèces, les plantes pouvaient y vivre groupées ou dispersées. Certaines prospéraient dans les endroits secs ou inversement dans les zones quelque peu humides. Certaines préféraient les versants ensoleillés du sud et d'autres les endroits plus ombragés. Quelques espèces se plaisaient plutôt dans les endroits rocailleux au pied des éboulis, alors que d'autres préféraient les replats au sol mieux tassé. Enfin, autour des zones de combustion, on pouvait trouver des plantes parfois venues de loin qui avaient besoin d'une température relativement élevée pour se développer. Les dernières visites que j'ai pu faire au terri du 16 avant sa destruction m'ont montré que la combustion régressait peu à peu et que les grandes crevasses étaient en train de se combler. Une prairie à dominante de graminées vivaces et plus riche en arbustes côté nord était en train de conquérir le terrain. Mais on ne saurait pas la fin de l'histoire.
car les jours du terri étaient comptés. Les terres rouges, résultat de sa combustion excitant trop de convoitises. Il ne reste plus à son emplacement qu'un vaste trou béant. Les dernières images qui suivent ont été prises avec une caméra 8 mm et on voudra bien en pardonner la médiocre qualité.